Vous regardez 64 minutes, merci d'être avec nous. Place au débat de cette émission. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl, c'était il y a 40 ans jour pour jour. L'ampleur du désastre, la menace radioactive, le nombre de victimes, tout a été fait pour cacher la vérité. Les témoignages, les archives de l'époque le confirment. Cette volonté de dissimulation des autorités soviétiques de l'époque, eh bien, on va en parler avec mes invités. Bonsoir Galia Ackerman. Bonsoir. Vous êtes une spécialiste de la Russie. Vous publiez ce livre, Le KGB à Tchernobyl, une plongée inédite dans les archives ukrainiennes où vous nous dévoilez ces documents qui étaient classés secret défense. Et ces mensonges d'État, on les découvre ou on les redécouvre dans une série diffusée sur France Télévisions, Tchernobyl, une tragédie sans fin. Bonsoir Laurent Coumel. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en histoire à l'INALCO. Vous avez été le conseiller historique de cette série et vous signez aussi ce livre, Tchernobyl, la mémoire atomisée. C'est chez Lattès. Alors 40 ans après, est-ce qu'il y a encore des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais, comme le nombre de victimes directes ou indirectes de la catastrophe? Galia Ackerman. Je pense qu'on ne peut pas évaluer le nombre des morts parce que c'est une catastrophe qui est étirée dans le temps. On a le début, c'est-à-dire les premières quelques dizaines de victimes mortes dans le mois après l'accident, officiellement 31 morts, je pense qu'il y avait un peu plus. Et ensuite, ça commence à s'étirer dans le temps parce que, je vous donne un exemple pratique, le passage du nuage. Il fait le tour du monde. Il y a beaucoup de régions qui ont été irradiées par ce nuage, essentiellement par l'isotope de iode radioactif 137. Seulement, ces victimes deviennent malades de la thyroïde. Souvent, c'est des cancers de la thyroïde et d'autres maladies, mais ils ne peuvent pas être répertoriés. En France, on a essayé même les associations de victimes parce que ce nuage a quand même touché l'Alsace et le sud de la France, la Corse. Ils ont essayé de se constituer en plaignant pour prouver la responsabilité de l'État, mais dans chaque cas concret, on ne peut pas prouver que telle personne, il y a un surnombre de 15 à 20 000 morts, mais il n'y a pas de responsabilité concrète. Et c'est pareil pour les liquidateurs. Il y a au moins 200 000 personnes qui sont mortes prématurément, on peut dire. Voilà, on va en reparler, mais pour ceux et celles qui ne savent pas qui sont les liquidateurs, ce sont ces hommes, c'est surtout des hommes d'ailleurs, qui ont dû nettoyer et construire le sarcophage. Voilà, exactement. Et on a vu aussi des liquidateurs après la catastrophe à Fukushima. Laurent, ce qu'on voit en revanche, c'est qu'effectivement, tout a été fait pour cacher le nombre de victimes, en tout cas pour minimiser à fond. Oui, alors au départ, on est dans le contexte soviétique, un régime autoritaire qui verrouille complètement l'information, qui va même faire des examens médicaux à la population, mais sans donner aux personnes des indications sur leur état de santé, sans publier des résultats dans la presse année après année. Oui, après même, il y a ce terme assez surréaliste, il souffre de radiophobie, en fait. Oui. Ils imaginent des troubles qu'ils n'ont pas. Ça, voilà. Ça va très loin. Un terme inventé par imaginé, on peut dire, par les autorités, avec l'accord de, malheureusement, certains médecins, une partie de l'autorité médicale en URSS a été forcée, mais aussi a accepté de jouer ce jeu du verrouillage de l'information. Et ça a été repris aussi par les institutions internationales qui ont aussi eu la volonté, finalement, de minimiser en partie ce bilan. Alors ensuite, l'héritage de l'URSS, c'est que des pays assez pauvres, avec des situations économiques très difficiles, des populations qui ont aussi quitté parfois les frontières ou les régions dans lesquelles elles habitaient, n'ont pas eu les moyens de faire le bilan épidémiologique de cette catastrophe. Alors on va voir que ce culte du secret, il est bien antérieur à la catastrophe du 26 avril 1986. Vous nous le rappelez tous les deux dans votre livre, Galia Ackerman, dans la série sur France Télévisions. Il y a un des ingénieurs de la centrale, justement, qui témoigne dans cette série. On l'écoute. Si le régime met en avant ses réussites, il passe sous silence les défaillances du système. En 1982,
Des particules radioactives s'échappent du réacteur numéro 1 et contaminent les alentours. Le secret est bien gardé. Quant aux scientifiques qui souhaiteraient se faire lanceurs d'alerte, le KGB use d'un argument convaincant. Si vous parlez, vos familles en paieront le prix. J'étais le chef du service chargé des réacteurs 3 et 4, et pourtant je ne savais rien. Officiellement, je ne savais pas ce qui s'était passé sur le premier réacteur. Je l'ai appris par mes collègues, qui étaient eux aussi des spécialistes des réacteurs. Tout était classifié. Galia Karman, grâce à vous, on plonge dans les archives du KGB et vous nous montrez qu'ils savaient. Ils avaient des informateurs, ils savaient qu'il y avait des problèmes. Bien sûr, le KGB était censé surveiller très étroitement tout ce qui se passait à la centrale, parce qu'ils avaient cette notion de sabotage, ils avaient peur de sabotage, et pour éviter le sabotage, venant aussi bien de l'intérieur que éventuellement d'espions étrangers, ils étaient obligés de surveiller tout le processus de construction et d'exploitation de la centrale. Ils étaient au courant de tous les défauts, de toutes les défaillances, de tous les arrêts Alors de réacteurs. pourquoi ne rien dire? Ah, mais parce que l'industrie militaire soviétique et l'industrie nucléaire apparentée à l'industrie militaire, même si c'était nucléaire civil, tout était couvert de secrets, de sorte que, par exemple, il s'est produit au milieu des années 70 à la centrale de Leningrad un accident pareil, mais qui a pu être stoppé à temps, comme à la centrale de Tchernobyl en 86, mais l'expérience de ce qui s'est passé n'a pas été diffusée même à la direction des autres centrales. Tout était totalement secret. Et pour chercher des boucs émissaires, hein, ça aussi, vous le montrez. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand la catastrophe s'est produite, ce n'est pas le KGB qui instaure le secret, c'est le parti, c'est la direction soviétique. C'est M. Gorbatchev, à l'époque, qui n'est pas encore devenu champion de la glasnost, qui ordonne visiblement de tout tenir secret. Et donc, le premier jour après la catastrophe, le KGB émet une instruction en demandant à son réseau d'agents, de personnes de confiance, d'informateurs, etc., de venir informer 2 fois par jour sur quoi? Sur les bavards. C'est-à-dire, si les gens racontaient quoi que ce soit, par exemple, les gens qui étaient à Pripyat, qui ont été évacués 36 heures après l'accident. Oui, ce qu'on appelle cette ville atome, c'est une ville qui a été construite pour le personnel de la centrale. Absolument. Donc, ils ont été évacués, notamment à Kiev, en partie. Ils étaient au courant. Donc, s'ils parlaient, ils étaient tout de suite traqués par le KGB. Pareil, le personnel hospitalier des hôpitaux où sont arrivés ces malades irradiés. Une chape de silence. Et on le voit dans cette série dont vous avez été le conseiller scientifique, avec ces témoignages nombreux. Et puis, il y a du cynisme, enfin, on peut dire, oui, effectivement, du cynisme. Le 1er mai 1986, une parade est maintenue à Kiev. On pousse même les habitants à aller dans les rues, alors que les autorités savent que c'est dangereux. Oui, alors... Elles savent que c'est dangereux, mais jusqu'à un certain point, parce qu'aucune catastrophe nucléaire de ce type-là n'a eu lieu dans l'histoire de l'humanité jusqu'ici. Je ne veux pas les dédouaner de leur responsabilité pour autant. Par contre, c'est vrai qu'elles ont les messages d'alerte, des mesures, de l'armée elle-même qui fait des mesures, et pour savoir que c'est très dangereux. L'idée, c'est qu'il y a à la fois le poids de l'idéologie de ce régime qui veut tout verrouiller, rendre secret dans un contexte aussi de guerre froide. Et puis il y a aussi l'objectif de rentabilité, c'est-à-dire l'objectif de relancer les 3 autres réacteurs de la centrale, parce qu'il y en avait 3 autres qui fonctionnaient, le plus rapidement possible. On les arrête quand même au bout de quelques jours après l'accident, mais l'idée c'est de montrer, de banaliser, de montrer que la normalisation est possible pour passer à autre chose. Et je crois que malheureusement, voilà, les gens qui ont défilé le 1er mai à Kiev en ont fait les frais. Je voudrais juste ajouter pour le 1er mai, vous savez, les vents, après l'accident, ont tourné d'abord vers la Biélorussie. C'est pour ça que le quart du territoire biélorusse a été
contaminés par les isotopes radioactifs. Mais ensuite, vers le 30 avril, le vent tourne vers Kiev et porte avec lui une énorme contamination radioactive. Le premier secrétaire du Parti communiste de l'Ukraine, qui était informé, propose de ne pas maintenir cette parade, ce défilé des civils, et c'est Gorbatchev en personne, ça c'est consigné dans les documents du KGB, qui lui ordonne « il ne faut pas paniquer, tu le fais, sinon tu vas perdre ton poste ». Pour la garder les façades. Et donc ce qui est incroyable, c'est que le KGB, à partir des premiers jours après la catastrophe jusqu'à peu près fin mai, tous les jours publie les vraies données de contamination du sol, de l'air et de l'eau. Et ces données sont entre 20 et 100 fois supérieures aux données diffusées officiellement. Donc la population n'a pas de compteur Geiger. Il est impossible d'acheter un compteur Geiger. Et donc, ils mentent à leur propre population en disant que tout va bien. Et ils mentent aussi aux étrangers présents à Kiev. Il y a une délégation canadienne, c'est ça? Pas seulement. Il y a des milliers d'étudiants étrangers, essentiellement des pays socialistes, aussi des pays en voie de développement, aussi des pays capitalistes. Il y a des journalistes étrangers. Et ils essaient de retenir ces gens pour qu'ils ne paniquent pas, tout en sachant que c'est un environnement contaminé. Extrêmement toxique. Juste un mot des liquidateurs, parce que là aussi, est-ce qu'ils ne savaient pas vraiment jusqu'où ils avaient une minute, surtout ceux qui étaient sur le toit, pour dégager tout ce qui était radioactif. C'était extrêmement radioactif, on le voit dans la série, et ces hommes vont... Enfin, la plupart vont mourir. On parlait de 200 000 tout à l'heure. Là aussi, on les a envoyés à la mort? Oui, alors là, effectivement, je pense on est déjà au mois de septembre. On a une notion du danger qui est beaucoup plus claire, y compris dans la population en général, où la rumeur a quand même permis de savoir que ces environs de la centrale sont très dangereux. Et les militaires, les officiers eux-mêmes qui envoient leurs hommes, on le voit dans les images d'archives qui sont présentées dans la série. Alors, des images d'archives qui ont une part de représentation, de mise en scène. Ils annoncent que ça va être dangereux, mais qu'ils font appel à l'esprit de sacrifice, de patriotisme des soldats. Maintenant, il faut aussi prendre en compte le fait qu'à l'époque, encore une fois, aucune catastrophe de ce type-là n'a eu lieu, que pour des hommes jeunes de 20, 25, 30 ans... Ils se disent qu'ils vont s'en sortir. Voilà. Et puis, on a encore une fois des motivations pour aller prendre ce risque-là. Oui, on leur donne des primes. Alors, un homme, un expert nucléaire russe, n'a pas supporté ces mensonges. Il s'agit de Valéry Legasov. Le 26 avril 1988, 2 ans jour pour jour après l'accident de la centrale, l'expert nucléaire Valéry Legasov se donne la mort. Rongé par la culpabilité, écœuré par le laxisme du régime, le savant laisse derrière lui un testament posthume. Ultime tentative pour alerter ses concitoyens. Le journal La Pravda en publie quelques extraits. La catastrophe de Tchernobyl est l'apothéose, le summum de toutes les erreurs de gestion commises depuis des décennies dans notre pays. Voilà, et effectivement, c'est ce qui ressort de votre livre, Galia Karnan, et de cette série. Moi, je voudrais revenir à aujourd'hui. Là, on voit qu'il y a des cris d'alerte. Volodymyr Zelensky a dit aujourd'hui, il a dénoncé le terrorisme nucléaire de la Russie. On rappelle que le dôme est endommagé. Donc, il y a une inquiétude. Est-ce que vous partagez cette inquiétude? Même Raphaël Grossi, le patron de l'AIEA, lui dit qu'il faut faire attention. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis entièrement d'accord. Vous savez, ce qui est extraordinaire dans les catastrophes nucléaires, comme dans toutes les catastrophes industrielles, c'est qu'aucune ne ressemble à l'autre. On a tiré les leçons de Tchernobyl. Le type de réacteur n'est plus utilisé, sauf ceux qui restent encore en activité en Russie. On a tiré les leçons de Fukushima, parce que là, c'était un tsunami d'une force imprévue. Mais maintenant, il y a la guerre. Et donc, c'est quelque chose qui n'était absolument pas prévu. L'arche doit servir d'abri pendant 100 ans. Voilà qu'elle est trouée. Et c'est pas seulement l'arche. Il y avait un passage des militaires russes
à Tchernobyl, qui ont occupé brièvement la centrale pendant un mois au début de la guerre, de l'invasion, qui ont remué les sols aux endroits hautement radioactifs avec du plutonium pour creuser des tranchées en lâchant encore dans l'air ces particules dont la durée de vie se mesure avec des dizaines de milliers d'années. Donc cette menace invisible, elle est toujours là, Galia. Elle est toujours là. Il y a maintenant la centrale de Zaporijia qui sert d'objet de chantage. Moi, je n'exclus pas personnellement qu'à un moment donné, Dieu sait à quel niveau ça peut se décider, que quelqu'un décide tout simplement de faire exploser d'où ce terme de terrorisme nucléaire. Laurent Koumel, c'est une bombe à retardement aujourd'hui, Tchernobyl, Zaporijia? C'est une bombe à retardement parce que Vladimir Poutine n'a aucun scrupule à envoyer des forces armées sur un territoire qui est pourtant à risque, sur des installations hautement dangereuses que sont les centrales nucléaires, pour envoyer un drone, alors dont on dit qu'il ne vient pas de Russie officiellement, mais enfin tout le monde sait qu'il vient de là, qui s'est écrasé sur le sarcophage. Et je dirais que oui, on est dans un chantage nucléaire, une roulette de Tchernobyl, comme l'a dit un historien ukrainien, et en fait c'est malheureusement un risque avec lequel il va nous falloir aussi apprendre à vivre, en sachant que finalement la Russie est elle-même une puissance qui produit de l'électricité nucléaire, qui exporte des réacteurs. C'est peut-être la seule, je dirais, la seule raison pour laquelle jusqu'ici Vladimir Poutine n'est pas allé trop loin, et l'avenir nous dira si on doit encore s'inquiéter. Merci infiniment à vous deux d'avoir accepté notre invitation.